Bonjour, merci d'avoir accepté de participer à cette première table ronde d'ouverture d'Alternative Auto, Alternative City. C'est la 7e édition de ce salon. On avait pris le pari de le lancer en 2013 à une époque où l'électromobilité était assez balbutiante. On a pris le risque de le relancer aujourd'hui dans cette période post-Covid, ce qui n'a rien non plus d'évident, puisque après quelques années d'interruption, le souvenir d'Alternative Auto a pu s'oublier. Mais comme on le voit aujourd'hui, le panel qu'on a pu réunir est un beau panel, un bel échantillon de l'électromobilité, de la trottinette jusqu'à la camionnette, en passant par toutes les berlines familiales, tous les modèles qui aujourd'hui répondent à ce besoin d'électromobilité. Si on a fait cette conférence d'ouverture avec vous, c'est justement pour qu'il y ait un dialogue entre, d'une part, les élus que vous êtes, les chefs d'entreprise que vous êtes, un représentant du monde de l'automobile qui doit répondre à ces exigences réglementaires en proposant une offre justement aux chefs d'entreprise. Je pense qu'on a les trois branches des différentes solutions à apporter à cette question, avec une actualité brûlante sur Lyon, qui est évidemment la mise en place de la ZFE. On a un peu de bruit parce qu'on est au cœur du salon qui finit de s'installer. Je vais faire un premier tour de la table ronde pour que chacun se présente par rapport à son rôle dans ce phénomène. Christophe Jourjon est responsable de la commission mobilité d'un club d'entreprise du 7e arrondissement. Jean-Charles Colas est vice-président de la métropole, on va dire Monsieur ZFE pour simplifier. Malik Echaichi est président du CIDER, donc c'est la partie, on va dire, périurbaine et rurale, où se posent d'autant plus les questions d'électromobilité, puisque la partie, on va dire, transport en commun, le réseau est moins dense. Michel Réguillon est un chef d'entreprise, président des canalisateurs du Sud-Est, président de la commission environnement nationale des canalisateurs. Il a un groupe d'entreprises qui doit répondre à ces exigences de la ZFE, y compris sur l'aspect chantier décarboné. Emmanuel Courtet, président pour Peugeot Opel Stellantis en You sur Lyon. Et vous représentez quelque part ici les constructeurs qui doivent présenter une offre pour que tout à chacun, particulier, collectivité et professionnel, respecte la réglementation mise en place par les élus qui sont ici. Alors tout d'abord, Jean-Charles Colas, puisque vous êtes président de la ZFE, est-ce que vous pouvez de manière très, très résumée, je simplifie volontairement, mais on va dire, d'une part, vous avez une obligation de mettre en place la ZFE, et en plus, vous avez une certaine responsabilité dans son calendrier. Vous avez une certaine marge de manœuvre. Donc, expliquez-nous un petit peu les choix que vous avez faits pour que ce soit socialement acceptable et écologiquement responsable. Alors, vous avez complètement raison. Effectivement, la France a enfin traduit dans ses lois en 2019 et en 2020 des directives européennes de 2008. Il faut savoir qu'en Europe, il y a déjà 250 ZFE qui fonctionnent et qu'on a 15 ans de retard pour mettre en place, nous, les ZFE. La loi nous oblige à mettre en place, à partir de 2023 et jusqu'en 2025, une interdiction progressive des véhicules les plus polluants, en interdisant d'abord les 5, puis les 4, puis les 3. Nous avons, comme Île-de-France, un problème de pollution bien plus important que dans les autres agglomérations. Et donc, toutes nos études montrent que pour atteindre les objectifs qualité de l'air, puisque c'est ça l'objectif de la directive européenne et de la loi, et donc il faut juste savoir qu'un tiers des enfants de la métropole sont malades à cause de la pollution aujourd'hui. Pour atteindre ces objectifs, il faudra qu'on aille plus loin que la loi et qu'on interdise les critères 2, c'est-à-dire tous les véhicules diesel, dans le cœur de la ZFE, mais seulement dans le cœur de la ZFE. Donc on a mis en place ce calendrier, il n'est pas encore délibéré, il sera délibéré au printemps 2023, il est actuellement en concertation, il peut donc encore être amélioré. Et pour que ça se passe bien, on a mis en place un certain nombre de dérogations, un certain nombre d'aides pour des changements de véhicules ou du rétrofit, et puis surtout beaucoup d'aides aussi pour changer de pratique de mobilité. La majorité des déplacements en voiture sur la métropole font moins de 3 km, donc on a aussi des moyens de se déplacer autrement qu'en voiture. Alors Malik Echaichi, est-ce que vous faites partie des élus qui disent les voitures électriques, c'est pour les bobos de la Croix-Rousse qui ont voté pour Jean-Charles Colas, ou est-ce que c'est aussi un souci pour ces 200 communes que rassemble le CIDER? Alors effectivement, le CIDER rassemble 200 communes. Alors, le président que je suis ne dirait jamais que c'est pour les bobos de la Croix-Rousse, parce que je pense que c'est un vrai sujet de fond, cette partie électromobilité. Et en ce qui nous concerne, nous, on intervient effectivement plutôt sur la partie rurale et périurbaine.
Et c'est des territoires qui sont très concernés par ces sujets, parce que effectivement, peut-être que l'offre de transport en commun est moins performante, et on a toujours besoin d'utiliser son véhicule, et du coup le SIDER accompagne les usagers et ces communes en déployant un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc aujourd'hui, c'est 80 bornes qui sont installées sur tout le département du Rhône. On va multiplier ce nombre de bornes par 4 d'ici 2025 et par 8 à horizon 2032. Et l'objectif, c'est de permettre à nos habitants, effectivement, de faire les petits trajets du quotidien qui sont nécessaires pour aller à une gare, par exemple, ou pour aller prendre un train, ou pour aller prendre un système de transport en commun. Et la plupart du temps, ce trajet-là se fait aujourd'hui, alors soit en vélo, et on discutait tout à l'heure avec Jean-Charles Colas. De plus en plus, ces trajets se font à vélo, mais ils se font aussi beaucoup en voiture, et on pousse pour que ces trajets se fassent en véhicule électrique. D'où notre souhait, ambition de développer le réseau de bornes de recharge de véhicules électriques. Donc ce que vous voulez dire, c'est que vous souhaitez finalement dépasser ce cliché d'une voiture électrique réservée à la ville. Je crois qu'il est déjà dépassé en réalité. Et effectivement, si on y contribue, tant mieux. Alors je continue volontairement par Emmanuel Courtet pour ensuite lancer le débat avec Michel Réguillon. Vous représentez en quelque sorte les constructeurs, parce que Stellantis aujourd'hui, on va dire, est le groupe vraiment en ordre de marche, pour reprendre les propos de Carlos Tavares, avec une gamme extrêmement complète. On le voit ici, de la Fiat 500 jusqu'aux utilitaires. C'est une accélération qui s'est faite en quelques années. J'imagine que pour vous aussi, c'est un défi au niveau des constructeurs, mais aussi au niveau de vous qui êtes face aux particuliers. Vous avez quelque part un rôle aussi pédagogique. Il faut embarquer tout l'équipage, toutes vos équipes, pour qu'ils fassent l'interface. Si quelqu'un arrive avec un diesel qui a 20 ans, aujourd'hui, sur une voiture neuve de chez vous, il va découvrir beaucoup plus que l'électrique. Il y a tout un environnement qui a changé. Donc ce défi-là, comment vous le relevez ? Alors, effectivement, hein, on est en avance de phase importante sur les véhicules électriques ou hybrides, hein, parce qu'aujourd'hui, l'électrique ne peut pas satisfaire à tous les usages d'utilisateurs, évidemment. Donc nous, aujourd'hui, on est en forte transformation au niveau de nos outils, hein, mais aussi de nos collaborateurs qui doivent être formés, bien sûr, pour être en mesure de réparer ces véhicules, parce que vendre un véhicule, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir l'entretenir et qui puisse apporter le service nécessaire à l'usage de tout utilisateur. Après, évidemment, dans le format aujourd'hui qui est pris, il est nécessaire, on le sait, on a tous conscience de ça, que le paysage change, hein, qu'on doit s'adapter. Maintenant, il y a une vitesse qui semble assez robuste pour que chaque utilisateur de véhicule puisse basculer dans le monde de l'électrique. Donc nous, on essaie d'avoir, avec un catalogue très large, comme vous l'avez cité, entre une Fiat 500, une e-Corsa ou une i208, hein, de répondre à ça, tous les usages. Polyvalente, on va voilà, dire. voiture polyvalente. Mais maintenant aussi, hein, sur les véhicules de segment supérieur. Et puis surtout, parce que je pense qu'il y a un sujet qui est important, c'est pour les professionnels. Les professionnels, on a deux niches. Hein. On a ceux qui font beaucoup d'urbain, qui est un peu l'artisan, la PME, PMI, qui doivent rentrer dans la ville. Et là, la gamme utilitaire aujourd'hui, Opel, Peugeot, Fiat, propose des véhicules électriques. Maintenant, il y a un sujet aussi pour les personnes qui roulent beaucoup, hein, les commerciaux et autres dans les grandes entreprises, où là, aujourd'hui, la formule qui pourrait répondre n'est pas tout à fait encore au point. Et évidemment, tout ça, je rebondis, hein, le sujet aussi, c'est de pouvoir se recharger, hein, parce que c'est une grosse inquiétude de nos clients. Comment je fais pour me recharger ? Tout le monde n'a pas un pavillon, une maison pour se faire, donc il y a une vraie inquiétude et beaucoup d'hésitation de par la difficulté de se recharger. Les voitures aujourd'hui évoluent beaucoup, hein, l'autonomie sur une 208, c'est 400 km, 410 km, mais quand bien même, le client, même si l'usage moyen au quotidien, hein, est de l'ordre de 30 km, ils ont besoin d'être assurés avec une autonomie importante. C'est le phénomène psychologique au cas où. Au cas où, exactement. Hein, donc c'est un vrai sujet. Et puis après, il y a quand même l'aspect financier qui n'est pas neutre, hein, parce que le coût d'un véhicule électrique aujourd'hui est important. Et là, même si on trouve des solutions, nous, à travers des locations et des loyers attractifs, mais ça ne peut pas répondre
aujourd'hui en tous les cas, à l'usage de tous, parce que certains ne peuvent pas, ou n'ont pas les moyens de basculer encore à l'électrique ou à un format hybride. Et est-ce que les constructeurs imaginent des formules? On avait vu il y a quelques années où vous rouliez toute l'année dans une petite urbaine et puis vous aviez des options pour louer une voiture familiale pour un week-end ou des vacances. Est-ce que ces formules ont marché? Est-ce qu'elles sont à l'étude? Alors, vous avez raison, il y a cette formule qui existe, qui permet à une personne d'avoir un véhicule, on dit, urbain, électrique, et lorsqu'il part en vacances avec un trajet plus long en famille, pour un véhicule plus grand, mais on est sur un format d'un véhicule là thermique pour le coup, dans ce qui a été proposé dans les premières offres. Mais qui peut être hybride. Mais qui peut être hybride demain. Mais pour l'instant, voilà, on est dans un format thermique. Mais de toute façon, on le sait, le véhicule thermique, c'est la fin de sa carrière. Aujourd'hui, on bascule et on va basculer. Le groupe Stellantis en fait la démonstration parce que son programme 2030, c'est 100% de véhicules électriques produits. Donc on sera au rendez-vous, bien sûr. Mais après, évidemment, il faut que l'équation fonctionne. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une forte impulsion de par nos élus et l'Europe en parallèle. Et évidemment que cette orientation qui est très marquée, clairement, nous on le voit avec nos clients qui viennent à nous, il y a une certaine difficulté quand même à pouvoir se projeter, compte tenu de la difficulté de se recharger et aussi des coûts induits par rapport à un véhicule électrique. Alors, comme vous êtes au contact aux clients, en fait, tout à chacun, dernière question avant de passer à Michel Réguillon et de lancer le débat justement autour de ces différents enjeux. En général, quand les gens viennent chez vous, est-ce qu'ils sont au courant de la ZFE? Est-ce qu'ils débarquent? Est-ce qu'ils cherchent encore les diesels ou turbo-diesel? Quel est le degré finalement d'information? Parce qu'on sait qu'un gros tiers des gens est assez affûté. Il y a quand même déjà beaucoup d'hybrides, voire d'hybrides rechargeables et même d'électriques qui circulent. Et puis, il y a des personnes, selon différentes mêmes études, même de la métropole, qui tombent de l'armoire. Vous, les voyez tous les jours dans vos concessions, comment ça se passe? Alors, pour être tout transparent, clairement, aujourd'hui, c'est assez flou dans ce qu'on appelle ZFE pour un client. Peu sont avertis sur le sujet, c'est assez obscur, ils ne comprennent pas vraiment. Donc nous, on doit faire de la pédagogie auprès d'eux, évidemment, en formant nos collaborateurs. On sait souvent aussi que, comme c'est évoqué, il y a des aides proposées notamment aux entreprises, mais beaucoup d'entreprises ne sont pas au fait de ça. Et est-ce que la ZFE vous informe, vous, parce que vous êtes en première ligne? Alors, on n'a pas de lien direct, non. Alors, nous, c'est à construire. Voilà, c'est à construire éventuellement, parce que c'est vrai qu'on est allé chercher les informations pour pouvoir proposer à nos clients. Monsieur le client, aujourd'hui, il y a des aides qui existent, de par la métropole notamment, mais alors, sous certains critères quand même, bien évidemment. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, les clients sont quand même pas très au fait du sujet. Ce qui est certain, par contre, c'est que le diesel, tout le monde l'a bien compris, il est mort. Okay. Ça, c'est clair. Alors, je vous laisserai répondre, mais je continue le tour de table. Alors, peut-être Christophe Jourgeon, on va finir sur Michel Réguillon, parce qu'il a fait un travail très intéressant pour aujourd'hui. Vous êtes dans une partie plutôt urbaine, quand même, à Gerland, avec la biotechnologie, etc. Donc, des profils d'entreprise un petit peu particuliers. D'abord, tout simplement, qu'est-ce que c'est un club d'entreprise, une commission mobilité d'un club d'entreprise? Et vous êtes à la pointe à Lyon sur une obligation normalement pour les entreprises de plus de 100 salariés, mais qu'un certain nombre ignorent depuis un certain temps, qui est le plan des mobilités. Donc un petit point pédagogique pour resituer tout ça. Alors, le club d'entreprise sur le 7e, c'est le CLESET, Club Lyonnais des entreprises de 7e, qui fédère donc les entreprises, qu'elles soient des TPE ou des grands groupes, voire des établissements publics sur l'ensemble du territoire du 7e arrondissement. Et là-dessus, les entreprises sont vraiment en attente de travailler sur les problèmes de mobilité et d'essayer d'apporter des réponses ou de contribuer à apporter des réponses, notamment à leurs salariés dans le trajet domicile-travail ou pour leurs collaborateurs dans le cadre des déplacements professionnels. Et donc, c'est vraiment les entreprises qui, dès 2018, nous ont sollicité pour dire « essayons de travailler ensemble pour mutualiser un plan de mobilité employeur commun sur un territoire délimité qui est celui de Gerland ». Donc, on a eu le soutien de la métropole dès 2019 là-dessus pour essayer de mettre en place, d'abord, faire un état des lieux. On a eu près de 7000 collaborateurs qui ont répondu à une enquête mobilité pour voir où on en était en 2020-2021.
Et puis après, mettre en place des actions de mutualisation, des actions d'information, des actions de communication. Et pour rebondir sur ce que vous indiquiez sur la ZFE, on a par exemple fait plusieurs réunions d'information sur les différentes phases de la ZFE auprès des entreprises, des collaborateurs. Et c'est vrai qu'à chaque fois, beaucoup de personnes découvraient ce qu'était une ZFE et le calendrier. Et donc c'est vraiment important. Et ça peut se faire localement. C'est-à-dire que c'est vraiment le bon niveau, un plan de mobilité employeur, parce qu'on a une proximité. Là, on rentre dans le pragmatique, dans le concret. On rentre dans le concret. On a une proximité, une connaissance mutuelle. Et on peut mutualiser des actions de communication, des actions aussi plus larges sur, par exemple, le développement du covoiturage, sur l'incitation à utiliser son vélo pour les déplacements. Donc c'est vraiment un niveau qui est suffisamment macro, puisque sur Gerland, on a une centaine d'entreprises qui va du grand groupe type Framatome à la TPE de 2 salariés. Mais on a une centaine d'entreprises, c'est 25 000 salariés. Donc on a quand même une taille critique, mais on a aussi une proximité qui permet de faire une information et d'accompagner le changement par la conviction et par l'exemple, ce qui est plus efficace que par la contrainte. Alors Michel Réguillon, justement en parlant d'exemple, vous avez fait un vrai travail de préparation et vous me confiez tout à l'heure que vous n'aviez pas forcément fait ça avant. Vous avez vu les enjeux de la ZFE, le calendrier, ce que vous deviez respecter. Et vous avez même fait des découvertes, vous avez même peut-être aussi des inquiétudes, des interrogations. Donc c'est le moment ou jamais d'avoir un débat constructif avec les élus qui sont ici, parce que je sais que sur le fond, décarboner la mobilité, vous êtes plutôt favorable, mais ça passe par l'offre que peuvent faire les constructeurs qui sont ici face à l'accélération ou pas de la réglementation qui s'impose à vous. Oui, effectivement. Alors moi je représente aujourd'hui mon entreprise, c'est 400 salariés. Donc 400 salariés, c'est un bon nombre de véhicules qui sont concernés par la ZFE. Aujourd'hui, sur une entreprise de 400 salariés, on peut considérer que j'ai 5 millions d'euros de chiffre d'affaires qui est réalisé sur la ZFE. Ça représente environ 40-45 véhicules concernés. Sur combien sur le chiffre d'affaires 45 véhicules sur un nombre de véhicules de 700 véhicules. Donc ça représente 10%. Mais ça tient à, on va dire, la façon dont mon entreprise travaille sur les collectivités. Donc je travaille sur la collectivité. Vous remplacez les canalisations qui fuient. C'est un grand enjeu justement de performance dans lequel le Grand Lyon est très engagé. C'est peut-être pas le débat du jour. Mais il y a eu un peu de retard, mais vous n'en êtes pas responsable. C'est depuis quelques dizaines d'années qu'on nous demande de faire l'économie d'eau et qu'il y a 20-30% qui partent dans la nature. On va dire au niveau national 20%. Voilà, au niveau national. On va dire que la métropole de Lyon est plutôt bon élève, mais c'est l'investissement qui est refait sur les conduites chaque année qui augmente le taux de rendement des réseaux. Mais ce n'est pas l'objet. Non. Mais ça explique que vous deviez intervenir en ville. Voilà, on doit intervenir en ville. Je travaille aussi avec mon entreprise sur la région de Grenoble et la ZFE est en place sur Grenoble depuis 2-3 ans de plus. Nous, on ne peut pas dire qu'on a un manque d'informations dans les travaux publics, puisqu'on fait partie de syndicats professionnels qui nous alertent sur tous ces sujets. Et on a été alertés, nous, dès 2015-2016, sur la mise en place de ces ZFE. Donc ces fédérations professionnelles jouent leur rôle. Voilà. Donc en parallèle de mon statut de chef d'entreprise, j'ai aussi des mandats dans ces fédérations et dans ces syndicats professionnels qui font que je suis bien au courant du sujet et surtout la profession est bien au courant du sujet. Nous, notre contrainte dans les travaux publics, c'est de continuer à faire et à construire des infrastructures dans les métropoles et dans les zones qui sont décernées aujourd'hui, qui font partie des ZFE. Donc notre préoccupation à nous, les travaux publics, c'est de dire comment on va pouvoir continuer avec les échéances qui s'empilent des ZFE et les contraintes qui vont nous être mises devant en situation pour continuer à réaliser nos travaux. Alors, j'en profite pour dire aussi que cette loi climat et cet enjeu d'objectif zéro carbone à 2050 et de moins 40% d'émissions de CO2 à 2030, c'est une aubaine aussi pour nous, les entreprises de travaux publics, puisqu'aujourd'hui, réaliser des tramways, des modes doux, réaliser des pistes cyclables, réaliser des bornes de recharge, des réseaux de bornes de recharge, c'est tout ce qui alimente notre profession. Donc on fait partie des gens qui avons des contraintes,
mais aussi on a des avantages dans cette loi bas carbone, et on compte bien les Donc travaux le développement durable crée des emplois. bien sûr. Et en particulier pour les travaux publics, parce qu'aujourd'hui, les travaux publics, ça fait partie des 2-3 slides que j'ai préparés, mais aujourd'hui, les travaux publics, on émet 3,5% d'émissions de CO2 qui sont émises en France. Alors qu'effectivement, comme ça, on pourrait dire qu'on en émet beaucoup plus. Par contre, on est impliqué dans les 50% d'émissions de CO2 qui sont l'utilisation de toutes les infrastructures. Donc l'utilisation de ces infrastructures, c'est ce que je disais, c'est les modes doux, c'est la mise en place de trams, c'est la mise en place de pistes cyclables, c'est la mise en place de réseaux d'hydrogène. Toutes ces mises en place d'infrastructures, c'est nous, les travaux publics, qui allons y participer. Alors, bien entendu, ça c'est le bon côté des choses. La contrainte qui nous est arrivée, puisque je ne vous cache pas que quand on nous a expliqué en 2015 qu'on allait plus pouvoir travailler avec des camions et des fourgons sur les ZFE, on a levé les bras au ciel. Mais je pense que tout de suite après avoir levé les bras au ciel, on s'est mis au travail. Et j'insiste à dire que les travaux publics, malgré l'image qu'on peut avoir de Polluor, on s'est mis très rapidement sur le sujet. Aujourd'hui, moi, et c'est le travail que j'ai fait hier en préparation. Vous avez essayé de faire le scénario sur votre entreprise. Alors, donc là, on a un cas concret. Sur mon entreprise, je vais vous expliquer ce qu'on a pu mettre en place. Mais depuis 2019, on est rentré dans une démarche RSE et on s'est penché sur ce sujet de l'environnement. Je vais parler au niveau de mon entreprise, mais c'est globalement ce que les entreprises... C'est un cas très... Parce que vous, en plus, vous intervenez sur les territoires de ces deux élus. Parce que si vous êtes compatible ZFE avec des autonomies qui ne sont pas assez importantes pour aller au fin fond du Beaujolais, et si vous ne trouvez pas de borne, le problème n'est pas résolu. Donc c'est d'où l'intérêt du dialogue. Aujourd'hui, on a grosso modo dans les travaux publics 5 familles de véhicules. La première famille, c'est la famille la plus facile à traiter et on peut considérer qu'on l'a traitée. C'est les véhicules d'encadrement. Donc tous les véhicules légers d'encadrement, ça peut être des 208, ça peut être des 3008. Votre voisin vous les propose. D'ailleurs, dans mon entreprise, ce que je disais à monsieur, j'ai dû avoir 3 2008 électriques, 4, 5, 208 électriques. Vous en êtes content ? On en est content. La seule chose, c'est quand l'autonomie de 420 qui est annoncée et l'autonomie réelle quand on travaille, il faut enlever un bon tiers. Mais à la décharge de Stellantis, ça fait partie des constructeurs les plus pédagogiques qui vous faites. Il y a des schémas qui expliquent en fonction de la météo, de la température, etc. Donc il y a quand même une information à l'achat, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10 ans. Oui, bien sûr. Ceci dit, un conducteur de travaux qui commence à 6h30 et qui finit à 20h, il n'a pas forcément lu le slide. Si vous lui expliquez en plus comment il doit absolument conduire, au bout d'un moment, c'est pour ça qu'il y a des séances d'éco-conduite au salon. C'est une équation qui est très compliquée à gérer. Donc je disais, il y a 5 familles. Moi, pour ce qui est de mon entreprise, j'ai 7 sites. Sur les 7 sites, j'ai installé, et d'ailleurs c'est Drive Eco qui est ici présent, j'ai installé sur 7 sites des bornes de recharge, avec superchargeur plus bornes de recharge. C'est des investissements de 50 000 € par site. Donc 350 000 € que j'ai investis. Ensuite, j'ai basculé tous les véhicules de l'encadrement en véhicules soit électriques, soit hybrides, en fonction des kilométrages qui sont faits par les collaborateurs. Donc cette famille-là, on va dire qu'elle est traitée. Et elle est traitée globalement dans les travaux publics. Ensuite, on a 3 autres familles. On a la famille des véhicules légers de liaison. C'est ce que tout le monde voit tous les jours, des fourgons avec du personnel à l'intérieur et qui vont se déplacer sur les chantiers. Aujourd'hui, je me penche vers vous, mais c'est notre plus gros problème à résoudre. Et on ne sait pas aujourd'hui exactement les axes. Soit on va aller vers du rétrofit électrique, soit on va aller vers de l'hybride essence-électricité, soit on va aller vers du rétrofit hydrogène, puisqu'on a la chance d'avoir une première station hydrogène qui a été mise en place et qui a été inaugurée le mois passé à Saint-Priest. Donc ça, c'est un gros problème, parce que ces véhicules de liaison sont des véhicules qui partent le matin de l'entreprise, qui bien souvent rentrent chez le collaborateur le soir et qui rentrent assez tard. Donc il nous faut trouver une solution qui ne soit pas forcément avec une borne de recharge. Les bornes de recharge du SIDER, elles sont implantées à des endroits stratégiques. Mais ces endroits stratégiques ne sont pas les endroits où on a des chantiers. Donc ça veut dire que les véhicules de liaison,
Le moment où ils ne bougent pas dans la journée ou pour être rechargés, c'est quand les équipes travaillent. Mais on est sur des sites qui sont absolument pas forcément des Ou services. alors, il faut vous installer des bornes de chantier et la puissance sur les chantiers. Ah oui, mais alors, quand on Enfin, on ne va pas lancer trop le quand débat on dans le installe des bornes de mais chantier, c'est après comment on les alimente. Voilà. S'il faut alimenter avec un groupe électrogène qui fonctionne C'est pas comme ça a pu être fait autour de la préfecture, C'est ça pas marche très pertinent. pas. Ça marche pas et c'est pas pertinent. Donc on a vraiment un problème. Ensuite, on a une autre famille à traiter, ce sont les poids lourds. Donc aujourd'hui, les poids lourds, Là, on rentre dans le dur. on a des offres qui sont faites avec le gaz. Donc aujourd'hui, moi par exemple, dans mon entreprise, j'ai déjà acheté 3 poids lourds au gaz avec une plus-value de 20%. Mais je parle de plus-value parce que c'est une obligation de parler de plus-value parce qu'à un moment donné, nous, nos chantiers, on est obligé de les vendre. On les vend au SIDER, on les vend à la métropole. Et il y a une équation. C'est qu'on ne peut pas être vertueux, investir dans du matériel non polluant et puis pas pouvoir le vendre à son juste prix. Donc le gaz, c'est une solution qui est bonne. C'est une solution qui s'inscrit dans l'évolution de la ZFE et qui nous permet de travailler. J'en discutais avec le vice-président. Normalement, jusqu'à 2030, on va pouvoir travailler avec des camions au gaz. Alors, des événements, il en arrive beaucoup. On a eu le Covid. Nos entreprises, elles ont été touchées par le Covid. Là, on a la guerre en Ukraine. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au mois de janvier 2022, on faisait un plein de camions au gaz à 125 € et qu'aujourd'hui, je vous parle, il est à 585 €. Donc, vous vous rendez compte de la différence. Et cette année, ces surcoûts-là, et on a eu les mêmes surcoûts sur le carburant, et les surcoûts de carburant, nous, aujourd'hui, on n'est pas capable de les reporter. Donc ça s'ajoute aux questions de réglementation, mais c'est conjoncturel. C'est conjoncturel, mais alors... C'est pas lié avec, on va dire, la vertu. C'est pas la métropole qui décide de ça. Absolument pas. Ce qui est sûr, c'est que la solution de l'année passée de prendre des camions au gaz qui étaient déjà plus chers, avec une surconsommation en gaz et un surcoût en gaz, j'imagine que l'année qui va arriver, il y aura moins de ventes de camions au gaz. Du coup, est-ce qu'il reste encore une catégorie que vous avez traitée ? Alors, la catégorie qui est aussi la plus importante, c'est nos salariés qui viennent tous les matins à l'entreprise. Et ceci, en fait... Là, on revient au plan de mobilité de on revient au particulier et on revient finalement à des solutions qui sont autres, qui sont peut-être des solutions de véhicules, de petits véhicules refités en électrique avec des faibles autonomies. Comme on en propose ici. Comme on en propose ici, et ça peut fonctionner. Mais je dis aussi que ça peut venir de démarches RSE de nos entreprises où on peut avoir un plan de mobilité de nos salariés avec, pourquoi pas, des vélos électriques, mais... Aujourd'hui, on a plusieurs problèmes dans les travaux publics. On a ce surcoût de l'énergie, mais aussi on a un gros problème de recrutement. Et encore plus en ville. Et si demain, en plus, les salariés ne peuvent pas venir travailler chez nous, on aura un problème qui sera encore beaucoup plus important. Ce que vous dites, c'est que la ZFE n'a pas seulement des répercussions sur votre fonctionnement de l'entreprise en termes de rentabilité des chantiers, etc., c'est que ça va impacter votre recrutement, puisque les personnes vont se dire, pour travailler chez M. Rigaud, il va falloir que je change de véhicule, que j'investisse et je n'ai pas les moyens. C'est un petit peu vrai. Mais ça, c'est vrai pour tous les citoyens. Ce n'est pas vrai que pour nos salariés des TP. Mais ce qui est intéressant, et là je vais passer la parole c'est qu'on a justement ici un cas concret d'un homme chef d'entreprise, on va dire, qui a déjà fait... déjà un certain nombre de démarches et en même temps, il a un certain nombre d'interrogations. Vous voulez rajouter quelque chose ? Je vais rajouter quelque chose, c'est que j'ai fait le travail sur mon entreprise, mais je vais quand même donner des chiffres pour les travaux publics au global. D'accord ? Aujourd'hui, les travaux publics en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 6 milliards de travaux et c'est grosso modo 48 000 salariés. Sur le Rhône, c'est 1 milliard 800 000, pardon, j'étais en kilo euros, 1 milliard 800 000 € de travaux. Et sur la ZFE, c'est grosso modo 900 millions de travaux annuels, ce qui représente 7 200 salariés et ce qui représente grosso modo 7 000 véhicules à traiter. Donc, à l'échelle de mon entreprise, c'est un chiffre. À l'échelle des travaux publics, d'une manière globale, c'est énorme.
Merci. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, Malika Chichi et Jean-Charles Colas. Je vais vous laisser répondre, Jean-Charles Colas, à tout ça. On a quand même un cas concret. On a vu des débats assez animés à la métropole, et sur votre autre casquette d'élu, vous y avez participé, Christophe Jourgon. On ne va pas reprendre le débat ZFE, mais justement parler d'un cas concret d'un chef d'entreprise de bonne volonté, déjà engagé dans cette transition, et qui en même temps s'inquiète et se pose des questions. Donc ce débat est là pour créer le dialogue. Alors, plusieurs éléments de réponse, y compris au questionnement tout à l'heure. Oui, les ZFE sont un projet de l'État, c'est une loi. Elle s'impose à une cinquantaine d'agglomérations de plus de 150 000 habitants dans ce délai-là. Et c'est vrai qu'on attend avec impatience que le gouvernement communique sur ce qui va s'appliquer aux 3/4 de la population française. La communication est prête depuis 1 an, mais elle n'est toujours pas sortie. Vous pensez faire le job avec l'agence des mobilités qu'on a là avec, Nous, on fait notre job. On a créé donc une agence de mobilité pour accompagner les entreprises et les gens. Alors, pour l'instant, elle est petite, mais elle a démarré sur les chapeaux de roue, puisque la première étape, la première marche de la ZFE concerne que moins de 20 000 véhicules sur la totalité de la métropole. Donc on a déjà donné 1 millier de dérogations, fait une centaine d'accompagnements, etc., etc. Mais on va monter en puissance. Mais il manque vraiment un soutien, évidemment, du gouvernement pour qu'on explique tout ça aux gens. Mais c'est vrai que ce n'est pas très porteur. Je pense quand même que, vu qu'il y a déjà 250 ZFE en Europe, que tous les Français qui vont faire du tourisme à Milan, à Barcelone ou ailleurs sont habitués aux ZFE, je pense qu'on n'est pas plus bête que nos voisins européens et qu'on devrait y arriver, que ce soit du côté des entreprises que du côté des particuliers. Deuxième élément, moi, je n'ai pas travaillé avec monsieur parce que je travaille avec l'ensemble des constructeurs, bien évidemment. Donc, on a rencontré Mobiliance, qui est l'organisation professionnelle de tous les professionnels de l'automobile et du routier, que ce soit les constructeurs, que ce soit les concessionnaires, le contrôle technique automobile, etc. Et on est en train de monter un partenariat justement pour informer les populations. C'est complètement dingue que vous puissiez aller faire un contrôle technique et que l'État n'exige pas que vous ayez la vignette critère, par exemple. Et donc, du coup, les gens ne savent même pas s'ils sont concernés ou pas par la ZFE. Bref, on a quand même un gros travail là-dessus, et j'en ai discuté avec le ministre Clément Beaune pas plus tard que cette semaine, ou la semaine dernière, je ne sais plus. L'idée de faire un guichet unique, puisqu'il y a les aides de l'État, puis les aides de la métropole, et que ce guichet unique soit porté par les concessionnaires, c'est bientôt bien sûr quelque chose qui nous intéresse et sur lequel on travaille avec l'État. Sur les autres questions, sur le déplacement des salariés et qui sont en fait des particuliers, là, il y a un vrai enjeu d'abord à dire qu'on ne passera pas tous à la mobilité électrique. Ce n'est pas possible dans la métropole de Lyon. On a gagné 150 000 habitants en 10 ans. Malheureusement, ce n'était pas ce qui était prévu. On est allé 2 fois plus que ce qui était prévu. Malheureusement, dans les 10 ans qui viennent, même si on est en train de mettre en place un aménagement du territoire plus équilibré, une coopération plus forte avec les territoires voisins, on risque de gagner encore 150 000 habitants et autant d'emplois. Et donc, du coup, on arrive à saturation. Donc, à part raser des immeubles pour faire plus d'espace, non, on a trop de mobilité par rapport à l'espace qu'on a aujourd'hui. Donc il va falloir changer nos pratiques de mobilité. Donc il y a un vrai enjeu de développement fort des transports collectifs qui répond en plus à un des besoins de la plupart des entreprises, et en particulier des entreprises que je qualifierais d'industrielles. C'est le BTP, mais c'est aussi plein d'autres activités où les salaires ne sont pas obligatoirement très élevés et où aujourd'hui elles ont du mal à recruter parce que quand on a besoin de se déplacer en voiture pour aller travailler, ça devient plus intéressant de travailler parce que la voiture coûte très cher. Donc si on peut descendre en vélo d'une commune membre du SIDER jusqu'à une gare en périphérie de la métropole et rejoindre en RER le réseau de transport en commun, ça passe. Alors, du coup, on a un vrai plan de développement des transports collectifs. Alors, en plusieurs étapes. Il y a, pour ce qui est des gares et des TER, une vraie discussion avec la région, et mon voisin le sait bien, puisqu'il est aussi élu régional, pour essayer de faire un RER métropolitain sur l'aire métropolitaine lyonnaise. Il y a aussi un plan de développement des réseaux urbains et périurbains du Citral, puisque le Citral est maintenant sur tout le Rhône, et donc on a commencé, alors c'est pas public encore, à travailler avec les élus, donc monsieur le sait bien, sur un saut d'offres en septembre 2023 pour les territoires périurbains. Il m'a dit en aparté qu'il était plutôt content de nos propositions, donc c'est plutôt positif. Il faudra confirmer. Une vraie révolution là-dessus. Alors, on ne va pas mettre un métro à Belleville, on est bien d'accord, ou dans le Beaujolais ou ailleurs. En revanche, on va développer l'offre de bus en rabattement sur les gares aussi. Tout le monde ne peut pas se déplacer en vélo, et même en vélo à assistance électrique. Cela dit, pour revenir aux entreprises, donc effectivement, il y a les déplacements des salariés. Peut-être le monter. Ouais.
le déplacement des salariés, ceux-ci sont effectivement, c'est un enjeu important. Et Christophe Jourgeon en a parlé tout à l'heure. Les plans de mobilité qui concernent des grandes zones comme la zone de Gerland, mais plein d'autres, peuvent aussi concerner des entreprises individuellement, et Citral et la métropole accompagnent les entreprises qui veulent faire des plans de mobilité qui permettent d'essayer de massifier le déplacement des salariés et de trouver des solutions de covoiturage, de transport collectif ou d'autres mobilités. Ensuite, pour les véhicules électriques, moi j'aimerais quand même dire, alors ça va aller dans... Moi je roule en électrique depuis 3 ans. Je ferai une visite alternative auto. Tout à fait. Je fais 10 000 km par an. Je gagne 1 000 € par an de carburant. Donc, et là, il y a des études qui ont été faites, notamment par l'ADEME, qui ont été présentées aux artisans à la CMA où j'y étais il y a 1 mois et demi, 2 mois. Un véhicule électrique coûte beaucoup moins cher sur sa durée de vie à une entreprise, à un artisan, une petite entreprise, qu'un véhicule diesel aujourd'hui. Tout Donc compris. Ça compense le coût d'achat sur sa Voilà. durée. Il y a un coût d'achat qui est plus élevé, il y a des aides, monsieur l'a dit, j'en signe tous les jours, moi, des aides de la métropole, mais plus les aides de l'État. Mais le coût à l'usage est bien moindre, parce que le carburant est beaucoup moins cher, et parce qu'il y a beaucoup moins d'entretien et de maintenance. Et donc, du coup, sur un amortissement, que ce soit sur 5 ans, sur 7 ans, sur 10 ans, un véhicule électrique qui fait 200 000 km, sur 200 000 km, le coût est très intéressant pour un utilitaire ou pour un véhicule léger. L'offre pour les poids lourds commence à sortir, mais elle n'existe pas encore de manière très puissante. Donc il faut vraiment prendre en compte tout le coût. Et pour ces véhicules professionnels d'entreprise, l'électrique est la solution pour l'autonomie qui va avec. Quand monsieur fait des chantiers dans la métropole, et j'ai compris que c'était un peu moins de 10% de son parc de véhicules qui était concerné, là, effectivement, c'est intéressant. Parce qu'on n'est pas sur des déplacements de très grande distance. Il y a parfois des véhicules spécifiques, je pense à des excavatrices ou des choses comme ça, où là la solution GNV qui existe aujourd'hui en termes d'offres est la bonne solution. Et puis, après, sur les véhicules plus longue distance des entreprises, ils sont moins concernés sans doute par les ZFE, même s'ils peuvent l'être ponctuellement. Quand ils le sont ponctuellement, il y a des dérogations pour des usages ponctuels, et sinon il y a des solutions effectivement GNV, puis viendront sans doute plus tard d'autres solutions qui se développeront. Voilà ce que je voulais essayer de répondre aux 3-4 interpellations qu'on a eues. Et très honnêtement, je pense que si les autres y sont arrivés, on doit être capable d'y arriver. La question, c'est comment est-ce qu'on y arrive. On a eu une politique fiscale depuis 30 ans, 40 ans, à l'inverse de tous nos pays voisins, de soutien au diesel, qui a fait qu'on avait une flotte diesel énorme sur le territoire métropolitain français, ce qui n'est pas du tout le cas ailleurs. En Italie, par exemple, il y a beaucoup de GPL, ce qu'on a très peu. Le GPL est critère 1 depuis toujours, il existe une flotte GPL, ça facilite les choses. En septembre de cette année, le nombre de véhicules neufs diesel qui ont été vendus en France était inférieur au nombre de véhicules électriques. Donc l'évolution elle est là. Je crois que nos concitoyens ont bien compris que le diesel c'était fini et ils ont déjà fait ce choix-là. Je le redis, c'est un enjeu de santé publique. Aujourd'hui, on parle de 48 000 morts prématurées en France par an et un coût énorme pour les collectivités, donc qui se traduit par des impôts ou des dépenses en moins sur des chantiers et des choses comme ça. Mais c'est surtout pour moi un tiers des enfants de la métropole qui sont malades de la pollution. Et j'en ai parlé avec le patron de la pneumologie de Lyon Sud il y a 2 mois. C'est un enjeu essentiel, à la fois de coût d'argent public et pour la santé, et à la fois simplement pour nos concitoyens. Alors, Amélie Kishachi, qu'est-ce que vous répondez à ce questionnement? Parce qu'évidemment, Michel Réguillon a pris le cas de son entreprise, un cas très pratique, mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui se posent les mêmes questions. Moi, je crois que cette table ronde apporte déjà pas mal de réponses. C'est-à-dire qu'on peut regarder le sujet en se faisant peur et en regardant simplement les contraintes et en ayant une sorte de vision négative du sujet, disant s'il y a des contraintes qu'on va empiler, etc. Mais on peut aussi regarder le sujet positivement. Je ne reviens pas sur les enjeux de santé qui sont réels et essentiels. Et on le voit d'ailleurs au travers de l'exemple de M. Réguillon, mais d'un certain nombre d'autres chefs d'entreprise. Quand on se saisit du sujet, on a des réponses à apporter, des réponses qui sont positives. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en aparté avec Jean-Charles Colas, c'est qu'on doit améliorer l'offre de mobilité globalement. Il y a un vrai saut, il me semble, qui a été fait, une première marche qui a été franchie, qui est intéressante. Et on verra comment on peut encore aller plus loin, parce que je pense qu'on peut encore, ça se fait par étapes, on peut encore améliorer cette offre de transport en commun.
On ne réglera pas tout par les transports en commun, notamment sur nos territoires ruraux, où il y aura toujours l'utilisation d'un véhicule, il y aura toujours... alors, on peut essayer d'inciter à utiliser des vélos, à utiliser une forme de mobilité douce, que l'on fait tous sur nos territoires, mais on va encore utiliser notre véhicule, et à ce moment-là, là aussi, je pense que c'est très français. On passe d'un état à un autre, et on n'imagine pas qu'il y a une multitude de réponses qu'on peut apporter. Il n'y a pas que le véhicule électrique, il y a d'autres solutions techniques qui peuvent être apportées. On l'évoquait tout à l'heure, le véhicule électrique, ça fonctionne peut-être sur les véhicules de loisirs, ça marche peut-être un peu moins bien sur d'autres types de véhicules, et où là, on peut aussi aller sur des solutions de type GNV ou autres. Donc, je crois que ce qui est important, et c'est un peu ce que le CIDER a essayé de faire au travers du schéma départemental d'infrastructures de recharge pour les véhicules, ce qu'on a travaillé collectivement avec les différents partenaires, avec le Citral, avec la métropole, avec nos collectivités sur le département du Rhône, avec les constructeurs, avec des chefs d'entreprise. On s'est mis autour d'une table, on a construit collectivement un schéma à horizon 2032 et même largement au-delà, avec des points d'étape. Et l'objectif, c'est, nous, sur la partie qui nous concerne, c'est d'être en capacité, et ça va répondre en partie à M. Riguillon, sur comment, au-delà des cadres, comment le citoyen lambda, vos compagnons, trouvent des solutions. Nous, on développe un réseau de bornes assez performant. Aujourd'hui, c'est 80 bornes, ce que je disais tout à l'heure. C'est 160 points de charge pour les véhicules, mais aussi pour les vélos. L'objectif, c'est à 2025, collectivement, le public et le privé, c'est de multiplier cette offre par 4. Et le CIDER en fera la moitié. Donc, avec des acteurs privés, les démarches que vous avez citées, mais d'autres acteurs privés qui posent également, eux, des bornes. On va proposer un réseau beaucoup plus performant. Et je crois qu'en faisant ça collectivement, on arrivera à répondre à cet enjeu qui est quand même un enjeu de santé publique, améliorer la qualité de l'air. Et puis, au demeurant, je pense que pour notre économie, et là aussi ça a été bien évoqué, c'est des vraies opportunités. Peut-être améliorer notre communication globalement, parce qu'on fait tous plein de choses. Et aujourd'hui, la communication, elle est, il me semble, un peu trop négative sur ces sujets, un peu trop liée à de la contrainte. Et peut-être de montrer, comme le fait ce salon, que technologiquement, on a des offerts qui proposent des véhicules de qualité, qu'on a des collectivités qui ont des visées à long terme et qui ont des plans à long terme et qui proposent des choses intéressantes, notamment sur la partie en transport en commun. Et une collectivité comme la nôtre, enfin en tout cas notre syndicat, nous on accompagne ces démarches en proposant des bornes de recharge performantes. Deux petits mots sur ce qu'on va proposer dans les prochaines semaines, on aura déjà des réalisations dès le premier semestre 2023. On travaille aujourd'hui sur des superchargeurs publics et on travaille aussi à améliorer la charge du quotidien, on va dire la petite charge. En fait, on est sur les deux bouts de la chaîne, sur des chargeurs super puissants, et puis également sur de la charge lente, qui peut être adossée à des campes d'élabres, qui peut être adossée à du mobilier urbain, et où c'est plutôt de la charge quand on habite en copropriété ou quand on habite en milieu urbain et on n'a pas la capacité d'avoir sa propre solution de charge, on doit être en capacité de pouvoir le faire sur l'espace public. Et donc on travaille sur ces deux chaînons. L'objectif étant de déployer un réseau qui soit performant. Et après, à terme, se posera la question, comme pour nos réseaux, je le rappelle, on est propriétaire des réseaux de distribution de gaz, d'électricité, d'éclairage public. Comme sur nos réseaux, se posera la question de est-ce qu'on les gère en régie ou est-ce que cette gestion, une fois que le parc sera installé, est-ce qu'il est confié à des opérateurs privés? La question se posera à ce moment-là. En tout cas, il est évident qu'on doit traiter le sujet de manière positive, parce qu'il y a des vraies opportunités et votre salon est là pour le démontrer. Alors avant de revenir avec M. Courtet concernant l'offre, je donne la parole à Jean-Charles Colas puis à Christophe Jourjon. Je vous ai vu, Jean-Charles Colas, opiner du chef quand votre voisin a dit la solution n'est pas seulement électrique, parce que si je caricature la communication négative que citait Malika Echi, en gros, on accuse les écologistes d'imposer une ZFE avec, au 1er janvier 2023, tout le monde doit s'acheter une voiture électrique à 60 000 €, ce qui ferait marcher les concessions de M. Courtet, mais ce qui n'est pas tout à fait quand même la réalité. Elles ne sont pas toutes à 60, exactement. les voitures. C'est pour ça que je parle de caricature. Oui. C'est pour ça que je parle de caricature. Merci. Et que je vous donnerai la parole après. Voilà. Mais la caricature, c'est ça. On l'entend très très fort. Il y a même des mobilisations, enfin des tentatives de mobilisation, alors qu'en fait, et on les trouve chez vous, une critère 1 de 10 ans, hybride et même essence, est encore accepté en ZFE pour un certain nombre d'années. Donc même à Alternative Auto, on peut dire que la solution n'est pas que 100% électrique. Vous parliez des hybrides tout à l'heure. Alors, je vais me faire un peu son porte-parole, mais pas complètement. Effectivement, non. Je suis même fatigué, et je crois qu'on doit tous être fatigués,
de ces fake news qui disent qu'une voiture électrique, ça coûte 60 000 euros. C'est totalement faux. Il y a aujourd'hui des véhicules électriques de petite taille, des petites citadines qui sont à 15 000 euros. Moi, j'aurais jamais mis 60 000 euros dans une voiture électrique. Alors, une i208, c'est une voiture très confortable qui fait 99% des besoins de foyer normal et en plus qui est vraiment très agréable. Hein. Moi qui n'étais pas spécialement en voiture, j'avoue que depuis que j'ai essayé la voiture électrique, j'ai un vrai plaisir à conduire, bien plus qu'avant. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comme vous l'avez dit, tous les véhicules essence depuis 12 ans, c'est-à-dire 2011, pardon, sont critères 1 et donc seront autorisés à circuler dans la ZFE encore pour de nombreuses années. Peut-être que la loi va changer, mais pour l'instant, la loi ne les interdira pas. Et la fin de la production de ces véhicules-là, c'est prévu pour 2035. Donc ça veut dire l'usage encore plus tard. Donc on a quand même une marge de manœuvre côté véhicule critère 1, c'est-à-dire essence, qui va durer un long moment, bien évidemment. Alors, ce n'est pas les très gros véhicules essence, on est d'accord, mais je pense que là aussi, on peut faire encore quelques progrès pour qu'on ait des familiales critères 1 récemment. Et j'insiste là-dessus. Le véhicule électrique n'est pas la seule solution. Parce que, en France, on a toujours tendance à penser qu'il y a une solution miracle et que tout le monde va l'utiliser. Le côté binaire, non pas. Voilà. Il faut en sortir de cela. Donc, effectivement, on a des usages différents et donc des réponses différentes en fonction des usages. Et il faut trouver la mixité de tous ces usages. Et on n'est pas mobile toujours de la même façon. Je vais essayer de plus bouger. Il y a des fois, on peut se déplacer à pied. Combien de nos parents, d'enfants, d'élèves emmènent leurs enfants à l'école primaire en voiture alors que c'est à moins de 500 mètres. Autour de la table, quand on était enfant, on allait à pied à l'école, même à bien plus de 500 mètres. Voilà, on peut changer, avoir parfois l'usage de la marche à pied pour certains déplacements, du vélo pour d'autres déplacements, des transports collectifs pour d'autres déplacements, et puis ponctuellement de la voiture, qui n'est pas obligatoirement en propriété. Ça peut être aussi de l'autopartage pour des déplacements plus ponctuels, plus longs, etc. Aujourd'hui, on développe avec Cities de l'autopartage dans toutes les communes de la métropole. Quand vous avez besoin d'un utilitaire pour aller à la déchetterie, pour aller acheter des meubles, vous pouvez avoir accès à un utilitaire. Quand vous avez besoin d'une familiale, vous pouvez avoir accès à une familiale. C'est dommage d'utiliser une familiale ou un utilitaire pour les déplacements du quotidien. Vous êtes tout seul dedans. Mais on ne peut pas avoir non plus 12 voitures à la maison. Christophe, je rejoins, vous êtes à la frontière quelque part, monde de l'entreprise élu. Votre réaction à ces témoignages, puis on reviendra à M. Courtet. Alors, moi, j'ai deux réactions. La première, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on manque de communication. C'est-à-dire que moi, je suis étonné au niveau des entreprises de Gerland, y compris des entreprises de taille importante, qui nous sollicitent en disant on veut électrifier notre parking ou une partie de notre parking. C'est quoi les solutions, quels sont les interlocuteurs, comment on peut faire, etc. Et donc, du coup, il y a un vrai manque de communication et d'information, plutôt que de communication, d'information des entreprises et des particuliers. Et je rejoins monsieur aussi quand il parle de l'impact que les mobilités ont sur les recrutements. Si les entreprises ont souhaité qu'on monte un plan de mobilité sur Gerland, c'est clairement parce que c'est un facteur d'attractivité ou de fidélisation de collaborateurs. Alors c'était vrai avant la ZFE, c'est-à-dire qu'avant la ZFE, quand on a lancé le plan en 2018-2019, on avait déjà les enjeux de stationnement, de saturation des voiries. Ça l'est encore plus avec la ZFE parce qu'effectivement, ça rajoute un paramètre supplémentaire et une temporalité supplémentaire. Donc ça c'est aussi très important. Et je crois vraiment qu'on a besoin de cette information qui soit une information neutre. C'est-à-dire qu'effectivement, les entreprises, vous jouez votre rôle d'information et de communication et c'est normal, mais toutes les entreprises, elles ont aussi... parce que ce secteur de l'électromobilité, ce n'est pas forcément quelque chose qui est maîtrisé par tous, encore aujourd'hui, à titre individuel, mais aussi à titre professionnel. Et donc, du coup, elles ont besoin de cette information et de cette visibilité un peu sur quels sont les paris gagnants pour l'avenir, parce que c'est un investissement, parce que c'est une modification aussi de la politique d'entreprise, c'est-à-dire dire, dans l'attribution des places de stationnement, dans mon parking d'entreprise, je réserve des places pour les salariés qui covoiturent. J'ai transformé des places en stationnement vélo ou en vélo électrique. Et je réserve des places aussi pour les salariés qui ont fait le passage en véhicule électrique ou en véhicule plus propre.
donc des bornes de recharge. Et là aussi, il y a encore un enjeu supplémentaire, et c'est important aussi de pouvoir en échanger entre entreprises, c'est le retour d'expérience. Parce que tout ça, ça peut aussi créer des débats au niveau des salariés en disant, finalement, lui, il a changé de véhicule, il a une place de stationnement, moi, j'ai pas changé, ou j'ai pas pu changer, et finalement, je dois me débrouiller tout seul pour venir ou pour me garer ou pour payer un parking. Donc du coup, c'est aussi important d'avoir ces retours d'expérience entre entreprises qui ont déjà franchi le pas, qui sont en train ou qui réfléchissent pour voir quels sont tous les enjeux et pas uniquement l'aspect physique de dire je mets une borne électrique et j'ai rempli mes engagements RSE. Oui, mais les engagements RSE, c'est aussi accompagner tous les salariés dans l'ensemble des mobilités, véhicules électriques, mais aussi transport en commun, vélo, etc. Alors, Emmanuel Courtet, est-ce que le monde de la voiture est vraiment aligné sur l'électrique? Parce que c'est clair que l'offre est impressionnante. Je parlais de caricature volontairement, parce qu'on essaye depuis une dizaine d'années ces voitures électriques. J'ai derrière mon dos aussi bien des Fiat 500, comme vous l'aviez dit, ou la Dacia Spring en autopartage, donc des voitures accessibles, jusqu'à la RS e-tron, qui est une voiture carrément ultra sportive, et avec toute la gamme d'électrifiés chez Citroën, Opel, Peugeot, Fiat. Et en même temps, de temps en temps, on entend des polémiques sur ce qui est appelé la voiture. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde de l'automobile est conscient que le diesel, c'est fini, qu'il faut accompagner? Ou est-ce que vous sentez chez vos confrères parfois des résistances qui fait que finalement, tout le monde ne va pas dans le même sens? Alors, non, sincèrement, il n'y a pas de résistance. Je pense que tout le monde est bien conscient des enjeux. Donc, la question ne se pose même plus à ce niveau-là. Après, les technologies, elles sont... Bon, on a démarré il y a peu de temps. Quand on regarde dans le rétroviseur, finalement, on voit bien que le monde électrique, il est tout jeune. Dans l'automobile, la décision a été prise, je dirais plutôt subie que prise, parce que voilà, il y a des lois européennes qui ont imposé. Donc les constructeurs se sont positionnés sur un nouveau schéma de business model avec des véhicules électriques. Mais c'est des technos qui sont anciennes en tant que telles, mais dans la réalité... Oui, parce que la première voiture a passé le 100 km/h, on le sait, c'est la jamais contente qui était électrique. Oui. Stella fabriquait quelques voitures électriques à Lyon, elles sont au musée de Rochetaillé. Ouais. Berliet, autre entreprise de la région, Mais fabriquait des camions électriques. Ouais. Mais ça a été oublié au fil de l'histoire. Exactement. Donc aujourd'hui, ça fait 3 années qu'il y a une vraie mutation de ce marché à travers les investissements de tous les constructeurs, Stellantis et d'autres, pour proposer des solutions. C'est vrai qu'aujourd'hui, les solutions qui existent sont, on va dire, transitoires parce que les technologies évoluent très très vite. On voit bien, quand on parle d'autonomie, parce que c'est un sujet crucial pour tout le monde, que l'autonomie d'un véhicule, en 2 années, a fait un bond spectaculaire. Maintenant, on sait qu'il y aura encore de nouvelles technologies et que nécessairement, à terme, les autonomies des véhicules électriques seront beaucoup plus importantes que celles qu'on connaît aujourd'hui, qui sont de l'ordre de 400-500 km. Quand on parle de 1000 km, ce n'est pas une utopie dans les siècles futurs, ça va venir très vite. Après le sujet, par rapport au prix, effectivement, aujourd'hui, il faut savoir qu'un véhicule ne s'achète plus. C'est fini, on achète un coût d'usage. C'est-à-dire qu'un véhicule, ça se loue en fonction d'un besoin par rapport à un cahier des charges ou ses contraintes professionnelles ou personnelles. Maintenant, il est vrai aussi, il faut bien voir que le parc automobile français, il est quand même réparti sur quasiment 70% auprès des entreprises. C'est-à-dire qu'un véhicule aujourd'hui, il est acheté par les entreprises, pas par le particulier. 70% des volumes aujourd'hui dans nos parcs, c'est quasiment de l'achat fait par des entreprises. Vous parlez d'une offre, en fait. D'une plutôt offre. Les entreprises. Voilà. Et à côté, il y a tout un marché d'occasion qui est quelque part de l'économie circulaire, dont on parle beaucoup, qui est justement plus peut-être particulier. Tout à fait. Et quand on parle d'entreprise, effectivement, comme le disait, on a besoin de répondre aux besoins des exigences de la loi, notamment la zone ZFE, mais aussi aux besoins du collaborateur. Et un collaborateur aujourd'hui qui n'a pas capacité à se recharger, de toute façon, il y a un problème au bout du bout, parce que l'entreprise peut mettre des bornes au sein de ses structures, ce qui a été fait, mais dans la limite de sa capacité par rapport aux places, mais ça ne peut pas résoudre l'équation. Aujourd'hui, je crois, je ne vais pas de bêtises, mais en France, on est sur un socle de quoi, en moyenne de 8 bornes pour 1000 véhicules. Bon, dans les pays nordiques, on est sur 80 bornes pour 1000 véhicules, donc on est dans un monde totalement différent. On démarrait bien plus tôt, certes,
Mais il y a un vrai sujet quand même de réflexion parce que de toute façon, si on veut vraiment complètement basculer dans ce format-là, il faut des infrastructures en rapport pour que les gens puissent se déplacer. Et puis enfin, la technologie électrique n'est pas unique. Il y a des nouvelles technologies, on parlait de l'hydrogène tout à l'heure. Donc l'hydrogène, en résumé, ça augmente l'autonomie de l'électrique. Alors ça permet d'augmenter, oui, mais surtout d'apporter une solution de recharge beaucoup plus rapide. Parce que l'électrique, il y a l'autonomie, mais aussi le temps de recharge qui reste un frein important. Parce que et une voiture électrique en supercharge, c'est pas tellement de la sobriété énergétique, du coup. De plus. De plus. Mais évidemment que quand on rentre chez soi, on branche sa voiture, on la recharge toute la nuit, ça va bien, mais pour un usage professionnel, qui est quand même le gros du parc automobile roulant aujourd'hui, le collaborateur, il peut difficilement s'arrêter pendant 2 heures pour recharger sa voiture. Donc les technologies vont évoluer, mais il y a quand même un vrai sujet sur la structure des réseaux, tant au niveau de la partie urbaine, parce que c'est un sujet aussi, et la partie extra-urbaine, sur les secteurs plus ruraux, qui eux aussi ont la même problématique. Et là, pour le coup, la voiture est souvent essentielle pour aller au travail. Voilà. Alors, je suis sûr que le débat va se poursuivre après cette table ronde, puisqu'il a commencé dans les colonnes, dans les couloirs du salon quand on a fait le tour tout à l'heure. On a parlé à plusieurs reprises des bornes et de ce réseau des bornes. Et rien qu'à ce salon, il y a de plus en plus d'acteurs. On a Easyhome, Monami, Wellborn et DriveEco. Justement, s'il y a une personne des bornes dans la salle ou à son stand, ou s'il y a une question en particulier là-dessus, je vais vous prêter mon micro, approchez-vous, parce que le maillage des bornes est essentiel, parce que s'il y a des voitures électriques aussi bien sur les territoires où sont élus ces messieurs du Grand Lyon et du Cidor, mais qu'il n'y a pas un maillage extrêmement dense, on n'aura pas répondu aux besoins. Bonjour, Raïda aussi, société DriveEco, donc moi je m'occupe plus de la partie développement commercial. Et DriveEco, qu'est-ce que ça représente en quelques mots, DriveEco est un constructeur de bornes de recharge en France. On est installateur et surtout exploitant. On a à peu près 5000 points de charge en fonctionnement en France. Donc vous dites ce maillage, il augmente, il se densifie. Il existe vraiment et on a des taux de croissance vraiment à 2 chiffres. On prévoit déjà pour 2023 plus de 7000 points de charge en activité. DriveEco propose des solutions qui sont dites clés en main. Donc on est fabricant de bornes en France, je l'ai dit. Donc on a une maîtrise complète en fait de la filière, de la filiale, mais surtout on va faire évoluer nos bornes tant physiquement qu'en hard, puisqu'on est aussi, pardon, vous m'entendez mieux peut-être comme ça. D'accord. Je disais oui, donc on maîtrise totalement, si vous voulez, la fabrication des bornes et on est capable de les faire évoluer tant au niveau physique que des bornes et surtout en soft. Puisqu'on est exploitant, il ne faut pas la changer tous les ans pour la faire évoluer techniquement. Exactement. Donc on peut adapter, on a des bornes qui vont de 3 kg jusqu'à 22 kg et puis on a des capacités beaucoup plus importantes sur les superchargeurs qui montent jusqu'à 300 kg. L'idée de DriveEco, je l'ai dit, c'est vraiment d'offrir des solutions clés en main. Pour ça, on a 2 modèles économiques, soit l'entreprise, parce que nous on travaille beaucoup dans le secteur privé, moyennement dans le secteur public, j'espère aussi. Et donc nous, si vous voulez, les modèles, soit les clients investissent directement, comme l'entreprise Réguillon, qu'on connaît bien, et aujourd'hui on a un autre modèle qui est le tiers investissement en fait, où DriveEco investit nous-mêmes sur du foncier. Pour donner un exemple, nous on est lauréat pour un gros marché avec les Carrefour Market. Donc on a à peu près 500 Carrefour Market en cours de développement. Et là c'est DriveEco qui va venir directement investir sur les parkings des 10 Carrefour. Et au-delà de DriveEco, si vous regardez vos confrères des bornes, est-ce que le boulot est fait? Est-ce que le développement est en rapport avec l'offre que propose Stellantis, les besoins de M. Réguillon et les attentes en termes de réglementation du côté des élus qui sont ici et des entreprises qui travaillent avec Christophe Jourjean? Alors, le débat est intéressant en fait, parce que moi, en tout cas, en tant qu'opérationnel,
D'accord. Donc on installe vraiment les infrastructures de recharge. On fait vraiment le boulot. Derrière, il y a un très gros travail d'exploitation, hein, parce que nous, on est CPO, en fait, hein, opérateur de recharge, mais on est aussi EMSP, fournisseur de services de recharge sur notre propre réseau. D'accord. Donc c'est toute l'infrastructure. On supervise nos bornes, en fait, hein, tout simplement, et on va jusqu'à la monétisation des bornes. Et il y a un décalage, en fait, entre la volonté des pouvoirs publics, hein, c'est très bien, hein, ce qu'on dit, et puis on constate quand même qu'il y a vraiment des demandes entrantes, hein. Moi, j'ai des communes qui m'appellent directement, puisque la population veut des bornes, tout simplement, sur le parking de la mairie, en fait. Et donc nous, on répond à ça. Et puis bien évidemment, vous avez tout le secteur privé. Effectivement, 70% des véhicules, donc c'est des véhicules qui appartiennent aux entreprises. Et donc là, on intervient vraiment pour déployer les infrastructures directement sur le secteur privé. Pour citer un autre exemple, par exemple, on a un très gros partenariat avec Airbus. Airbus, c'est des milliers de points de charge, hein, déjà existants, qu'on va reprendre une partie en supervision et puis un déploiement d'une 300 bornes à peu près. Donc ce que vous dites aussi, c'est quand on parle maillage, il ne faut pas seulement voir les petits points posés par le CIDER en collaboration avec des opérateurs ou par le Grand Lyon, mais aussi tous les parcs privés. Et il y a peut-être aussi des solutions de partage. À une époque, les subventions étaient soumises au fait de partager une borne et de l'ouvrir en partage avec des cartes. Alors je vais quand même vous poser une question qui est délicate. Ça m'arrive d'essayer des véhicules et très gentiment le concessionnaire ou la marque nous fournit des cartes pour qu'on puisse se recharger au cas où. Et ça m'arrive parfois sur une seule marque d'avoir 5 cartes. Je ne vois pas en tant que si on ne peut pas être client de 5 opérateurs de bornes si on achète une voiture. Par ailleurs, il y a une interopérabilité, pour reprendre un terme un peu barbare. Est-ce qu'on avance là-dedans ou est-ce qu'une autre personne veut répondre sur ce sujet? Parce qu'on peut conclure cette table ronde sur cette question des bornes, qui est quand même quelque chose d'essentiel. Monsieur Réguillon, il ne peut pas donner 5 cartes à ses salariés. Je vais juste répondre. Hein. Nos bornes Drive-Eco sont complètement universelles et interopérables. C'est-à-dire que vous pouvez arriver avec une carte ChargeMap. Donc pour vous, c'est au niveau de ces réseaux en fait qu'il faudrait qu'ils puissent sur une offre globale parce que c'est compliqué de savoir en tant que client. Il faut choisir une voiture électrique, ce qui n'est pas si simple, nouvelle technologie, etc. Et on n'a pas fini derrière. Il faut dire, vous en avez cité un, mais il y en a d'autres. Lequel est le meilleur? Parce que tous disent, quand on reçoit des communiqués de presse, on a le réseau le plus dense de France, le plus dense d'Europe, le plus dense du monde. C'est pas le réseau le plus dense. Voilà. Toutes les bornes en fait ouvertes au public, elles sont par définition interopérables. D'accord. Donc là, vous avez un système, c'est JREV en fait qui gère tout ça. Aujourd'hui, il y a des innovateurs entrants type Object qui arrivent aussi sur le marché. C'est pas le souci en fait de la borne, est-ce qu'elle marche ou elle marche pas avec ma carte. Donc elle est censée vraiment marcher. Donc après, c'est au particulier ou à l'utilisateur de choisir, si vous voulez, son opérateur, tout simplement. Parce que parfois, il y a des critiques qui montent sur le développement justement de l'électrique sur des longs trajets, que quand on fait une charge ponctuelle sur autoroute ou ailleurs, alors ça ne vous concerne pas vous élus, mais ça concerne dans l'usage, parce qu'une voiture a de multiples usages, on se retrouve face à des charges ponctuelles avec des prix qui sont très très supérieur et qui casse un peu le modèle économique que tout le monde citait d'une voiture électrique plus économique à l'usage. Donc je vais finir par un dernier tour de table très rapide. Est-ce que Michel Réguillon, est-ce que les élus ont répondu à vos questionnements? Oui, tout à fait. Je veux juste rebondir sur le sujet des bornes. Moi, ça fait 6 ans maintenant que je roule en voiture électrique. Je vais à Paris assez souvent, donc gare TGV, l'aéroport. Ça m'arrive d'aller au Novotel, le CIDER, le territoire 38, et effectivement, il n'y a pas un endroit où on peut se charger de la même façon. Et si ça donnait universel, ce serait quand même un grand progrès. Ça s'améliore, mais je peux vous dire que 6 ans en arrière, il n'y en avait pas tant que ça, des bornes. La réflexion, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir finir ma journée? Ça m'est arrivé bien souvent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fini un jour au Novotel, à dormir au Novotel. Et je me suis était imprévu, j'espère que c'était confortable. Voilà, et je me suis retrouvé, ils étaient en installation de bornes, du coup j'ai fait mon plein avec une prise 220. Donc je suis reparti à 6h du matin avec 40 km d'autonomie. Donc je peux vous dire, c'est que
on y réfléchit depuis un petit moment. Ça fait 6 ans qu'on s'y mis dedans et que, on va dire, les travaux publics, on est acteur pour la planète. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet que je voulais aborder, qui est, je m'adresse aux deux élus, c'est qu'aujourd'hui, il y a des entreprises. Alors, je vais reparler des travaux publics. Je ne veux pas en faire une généralité, mais c'est pareil avec les bâtiments. On est soumis au code des marchés publics. On est soumis au code des marchés publics. Il y a des entreprises qui sont vertueuses. Je pense en faire partie. Et il y en a qui le sont moins. Et il faut absolument qu'il y ait les pondérations des critères et les attributions des appels d'offres, d'autant plus sur des collectivités qui sont passées avec un pavillon écologique, que les entreprises qui jouent le jeu du bas carbone, elles puissent avoir une pondération positive par rapport à celles qui ne le font pas. C'est indispensable. Je vous ai parlé, j'ai installé 350 000 euros de chargeurs dans mes entreprises. C'est dans mes frais généraux, mais au bout du compte, c'est dans mon prix final. Si on n'est pas capable de le mettre en avant, c'est pas possible. On achète un camion en gaz qui est 20% plus cher. Cette année, les pleins, vous voyez, tout ça... On va pas reprendre, mais oui. Non, mais tout ça, Oui, ça a de on l'incidence comprend l'idée. sur notre prix de revient. Si ça a une incidence sur notre prix de revient, il faut que ça l'ait sur notre prix de vente. Et on ne peut pas être vertueux et travailler au moins 10 ans. Il faut qu'on travaille au mieux 10 ans. J'en profite d'être sur le plateau. Et la troisième chose que je veux dire en conclusion, j'ai parlé tout à l'heure d'hydrogène, parce que moi je pense réellement que l'électricité c'est une solution pour une décennie. Et que la solution de la prochaine décennie, ce sera l'hydrogène. Et il faut qu'on commence à travailler là-dessus. Et puis, je suis bien conscient que c'est malheureux qu'un tiers des enfants de la métropole aient des problèmes de santé dus aux émissions de CO2. Mais on avait quand même la COP 27. On a des pays qui aujourd'hui extraient des minerais précieux pour que nous, on puisse ne pas avoir de pollution dans nos villes en France et en Europe et dans les pays occidentaux. Il faut quand même qu'au niveau global, mondial, c'est du sens. Et aujourd'hui, les batteries électriques, il faut quand même reconnaître qu'il va y avoir une limite de sens au niveau mondial. Voilà, je ne veux pas faire le débat, Non, mais il va falloir y réfléchir quand même. Le débat a Parce que- été lancé avec l'ouverture, enfin le projet Bien sûr. a annoncé une ouverture dans l'Allier, et ce sera la manière de voir comment ça se fait et de surveiller toute la chaîne, effectivement. Si les métaux rares dans l'Allier peuvent subvenir à tous les besoins des véhicules qu'on a en France, ce serait une bonne chose. Mais j'en doute fortement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, au niveau mondial, les plus grosses émissions de CO2, ce sont les carrières qui extraient des minerais précieux. Il faut savoir qu'il y a entre 0,2 et 2% du minerai qui est extrait, qui est utilisé pour faire du minerai ensuite Utilisable. qui est affiné et qui est exploitable dans nos batteries. Donc il y a un non-sens qui existe au niveau global et c'est dans ce sens-là aussi que l'hydrogène, avec de l'hydrogène propre, vert, qui serait produit par des panneaux photovoltaïques, encore à savoir d'où viennent les panneaux photovoltaïques, enfin c'est très compliqué, c'est très complexe. Il faut que du berceau à la tombe, on ait une démarche éco-responsable et éco-conçue, et qui est justement que ces minéraux, une fois qu'on les a extraits, on puisse les utiliser le plus longtemps possible. Il faut que c'est un sens global et mondial à un moment donné. On ne peut pas nous protéger notre population et puis ignorer le reste, tout à fait. et ignorer le reste. Emmanuel Courtet, vous avez des questions sur ces bornes, parce que c'est aussi le deuxième problème de l'équation. C'est vrai que c'est assez complexe pour nous et pour nos équipes commerciales d'appréhender, parce que nécessairement le client il pose la question. Et eu égard à l'offre aujourd'hui qui est quand même très large, aujourd'hui il est très difficile d'être assez efficient dans les propos tenus vis-à-vis d'un client. Alors, on ne peut pas raconter n'importe quoi à un client, c'est pas possible. Et c'est vrai qu'on a encore un flou, clairement, sur la différence des bornes. Et on n'est pas encore, en tous les cas, à notre niveau, même si on s'informe, on se forme, assez aguerri et en maîtrise sur le sujet. Ensuite, pour parler de l'électrique, c'est vrai que cette technologie, elle est maintenant actée, mais elle est en pleine transition, et c'est sûr que demain, les technologies vont évoluer. Par contre, ce qui est certain, c'est que comme tout le monde a bien compris que l'enjeu, il est positionné dans un format vertueux avec une mobilité douce, les élus, nos communes, doivent être très prégnants dans la communication auprès
du particulier, mais aussi des entreprises surtout, hein, dans tous les dispositifs qu'ils proposent aujourd'hui. Alors je ne sais pas combien de temps ceux-ci dureront, parce que évidemment ça a un coût, tout ça, hein, et que dans une entreprise, c'est une incidence importante dans son compte d'exploitation, c'est sûr, hein, mais c'est important que tout le monde ait bien à l'esprit tous les moyens qui sont mis à disposition aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui disent c'est pas pour moi, c'est trop cher, c'est pas possible. Or, avec les aides, il y a quand même des solutions. Donc on termine avec vous trois. Christophe Jourgeon, cette question des bornes, vous y travaillez avec votre plan des mobilités au club des entreprises Lyon 7e? Oui, on y travaille bien évidemment. D'ailleurs, le dernier webinaire qu'on a organisé à la demande des entreprises, c'était des retours d'expérience et des présentations de concepteurs et d'installateurs de bornes sur des solutions plus ou moins clés en main pour électrifier des parkings d'entreprises. Donc c'est effectivement une vraie préoccupation des entreprises aujourd'hui. Et je voudrais juste en conclusion rebondir sur la vision globale que vous évoquiez. Je partage tout à fait cet objectif et cette ambition, et je pense qu'il faut vraiment qu'on ait une vision globale et pas une vision du village gaulois à l'air pur. Et pour revenir sur les entreprises, c'est aussi une attente de nos salariés. C'est-à-dire que nos salariés, ils veulent effectivement de l'écomobilité, mais au-delà de l'écomobilité, ils veulent un vrai engagement de l'entreprise sur la RSE, sur le développement durable, et ils promeuvent et ils attendent des entreprises une vision globale sur ces sujets-là. Cette vision globale, vous l'avez, Malik Echachi? Oui, très clairement, on a cette vision globale. Et enfin, je vais pas rebondir sur ce qui a été dit parce que je partage très clairement ce qui a été évoqué par nos deux intervenants précédents. Juste peut-être rebondir sur la partie monitoring ou l'accessibilité des bornes. Dire que sur le département du Rhône, en tout cas sur les bornes du CIDER, elles sont toutes ouvertes. Donc, quel que soit votre opérateur de mobilité, vous avez la capacité de les identifier sur votre site. Donc, c'est des bornes ouvertes. En termes de paiement, que vous ayez une carte ou pas, peu importe votre opérateur de mobilité, vous pouvez utiliser les bornes. Que vous ayez une carte CIDER Easivia, entre guillemets, aujourd'hui elles sont opérées par Easivia, mais que vous ayez une carte du CIDER, que vous ayez une carte d'un autre opérateur, vous avez la possibilité de payer avec cette carte-là sur nos bornes. Et vous avez oublié votre carte, vous n'avez plus de carte, vous pouvez quand même payer parce qu'il y a un QR code avec votre smartphone. Vous êtes en capacité de payer. Si vous n'avez pas de smartphone, avec votre carte bancaire, vous êtes en capacité de payer. Donc ce que ça veut dire, c'est que nos bornes sont complètement ouvertes et je crois que c'est un vrai enjeu. Après, va se poser la question de la tarification que vous avez évoquée à juste titre entre la charge, enfin la puissance que je prends sur le réseau versus le temps d'utilisation. Parce qu'on le voit par moment, vous avez fini votre charge, mais vous êtes quand même sur une place de stationnement qui au passage est gratuite, même si vous ne rechargez pas. Donc on a une tarification sur laquelle on est en train de travailler, qui va mixer le temps et la puissance. Donc ça, je pense que c'est un point qui est extrêmement important. Et puis après, l'autre point, pour ne pas être très long, c'est de dire qu'on travaille aussi sur une autre solution qui est plutôt liée à la réservation de la borne. Parce que là aussi, quand vous êtes sur un trajet pour ne pas avoir à dormir en Novotel parce qu'il n'y a pas de borne, vous êtes en capacité quand vous partez de dire je vais arriver à tel endroit peut-être à 15h, je réserve ma borne. Donc on est en train on va proposer ce type de solution. Et enfin, dire que je crois qu'au travers de cet échange, on le voit quand on a des stratégies qui sont plus ou moins alignées, et je crois qu'elles le sont, nos stratégies, elles sont alignées, en fait on est efficient, notamment en termes de politique publique, mais aussi sur les initiatives privées. Quand on est aligné et quand on arrive à concourir à un même objectif, on est plutôt performant, et je suis particulièrement ravi de cet échange. Ça m'a permis en plus de revoir un ancien camarade de promo que j'avais perdu de vue, donc merci encore. Jean-Charles Collas, je vous laisse le mot de la fin. Vous étiez passé à l'électrique après une visite d'Alternative Auto il y a quelques années. Vous y revenez sur la casquette de Monsieur ZFE de la métropole. Et on peut reconnaître que vous n'êtes pas avare de votre temps en termes de débat, de concertation, de participation. Vous êtes souvent moins policé peut-être qu'aujourd'hui. En même temps, les échanges ont été très précis. Les questionnements peut-être essayer ce micro, parce que les questionnements de Michel Réguillon en tant que chef d'entreprise ont été très précis. Le manque d'informations, vous avez entendu. Est-ce que vous avez appris des choses qui vont vous être utiles dans la conduite de la mise en place de la ZFE? J'ai appris des choses, mais je vais aussi essayer d'apporter quelques réponses parce qu'il y a des questionnements sur lesquels on n'a sans doute pas encore suffisamment débattu, sur lesquels nous on a déjà réfléchi et on a peut-être des réponses à apporter.
D'abord dire que ça fait 2 ans que je suis élu, ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec l'ensemble des entreprises sur ces enjeux de transition écologique et d'arrivée de la ZFE. Alors bien sûr avec les fédérations, les associations, les chambres consulaires, etc. etc. Et je ne suis pas avare de mon temps, et notamment avec la fédération du BTP. Je voudrais confirmer à monsieur que ça fait belle lurette que la métropole a rentré dans ses marchés publics et ses appels d'offres des critères RSE et en particulier des critères environnement. Je peux vous dire que c'est assez marrant d'ailleurs quand on fait des débats sur la ZFE, on a à la fois certains qui nous disent vous allez trop vite, etc. Puis d'autres qui nous disent non, ralentissez pas parce que nous on y est passé, on a fait l'effort, on a amélioré notre flotte et donc du coup ça nous a coûté un certain bonus aux entreprises vertueuses. Voilà. Et donc on applique ce bonus bien évidemment qui va devenir la règle. Hein, et la plupart des grosses entreprises, parce que nous on a des chantiers quand même, j'ai plusieurs centaines de millions d'euros de chantiers qui sont en train de se lancer sur les chantiers Citral dont monsieur parlait et Métropole. Là on a plutôt des grosses entreprises qui répondent et effectivement, on met ces critères-là en avant, bien évidemment. Au passage, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, l'enjeu des bornes. Les bornes de recharge électrique, il y a plusieurs niveaux. Nous, on est responsable de l'espace public. Donc, on installe des bornes sur l'espace public. Mais sur l'espace public, on s'adresse essentiellement aux commerçants et aux artisans qui vont faire un petit chantier là et qui peuvent effectivement recharger. Pour ce qui est du résidentiel, ce n'est pas l'espace public, ou très rarement. Ça l'est vraiment très minoritairement. Donc on accompagne les bailleurs sociaux, les copropriétés, le SIDER aussi bien évidemment, à équiper les copropriétés de bornes de recharge et qui en plus peuvent être partagées. Moi je fais en moyenne une recharge par semaine pour faire 10 000 km par an. Donc la borne elle peut être partagée. Voilà. Il faut que la borne en fait elle soit utilisée la plupart du temps en charge lente et donc quand le véhicule dort. Donc il dort sur le lieu de travail de la personne, c'est le cas, moi je recharge à la métropole par exemple, ou au domicile de la personne dans sa copro ou dans son logement collectif. Et puis, pour l'usage de monsieur, quand il va faire un chantier où il n'y a pas obligatoirement des bornes à proximité, il y a une entreprise lyonnaise qui fait des bornes mobiles, c'est des containers qu'elle déplace et vous pouvez recharger vos véhicules en charge rapide ou en charge lente ponctuellement. Ça marche pour des événements. Ils équipent par exemple des festivals comme Woodstower. Il y avait des bornes de recharge rapide qui étaient installées au Grand Parc pour ponctuellement. Donc, ils peuvent très bien équiper. Elle s'appelle Paragon Mobilité et vous pouvez la trouver bien évidemment. Ça c'était le point de vue des bornes. Un mot sur... j'ai un gros doute sur l'hydrogène. Il faut savoir que énergétiquement, pour produire 1 kWh d'électricité, il faut 3 kWh d'équivalent pétrole. Pour produire 1 kWh d'hydrogène, il faut 3 kWh d'équivalent électricité. Donc 9 kWh d'équivalent pétrole. Donc l'hydrogène est une énergie intéressante pour certains usages. Aujourd'hui, on utilise beaucoup d'hydrogène, essentiellement dans l'industrie, la chimie notamment. Il est produit à 99% par du pétrole. Donc l'enjeu, c'est déjà de produire avec de l'énergie renouvelable, de l'hydrogène vert, pour remplacer l'hydrogène gris qui est utilisé dans l'industrie de la chimie, qui en utilise beaucoup, notamment dans la vallée de la chimie, par du non fossile. Sur les mobilités, l'électricité sera toujours plus pertinente que l'hydrogène. Donc l'hydrogène est une niche là où l'électricité ne peut pas fonctionner. C'est quoi? C'est la longue distance, non électrifiable. Donc effectivement, des trains en montagne, par exemple, des camions sur des longues distances, où là, l'offre électrique n'arrivera jamais à atteindre le niveau. Mais pour la voiture individuelle, l'hydrogène n'est pas une bonne idée, elle ne sera jamais une bonne idée énergétiquement et écologiquement parlant. Il faut que, là aussi, on utilise le bon moyen, la bonne technique, la bonne énergie en fonction de l'usage, plutôt que de dire il y a une solution miracle qui répondra à tous les usages. Et je pense que comme ça, on y arrivera. Et redire quand même qu'aujourd'hui, la plupart des trains sont électriques, avec des lignes électrifiées. On a la chance à Lyon, on est l'une des 2 seules villes françaises à avoir gardé le réseau de trolleybus avec des lignes de contact. Donc la majorité des transports collectifs à Lyon sont déjà propres, même si on a un plan de changement d'un certain nombre de bus diesel petit à petit pour les électrifier ou les passer au GNV. On est très en avance.
On a eu la malchance en France de démonter tous les tramways, donc nous on les a remis en place depuis 20 ans maintenant à Lyon. Donc c'est plus Raymond Barre, c'est pas à votre arrivée. Tout à fait. Vous le développez. C'était la décision, c'est 1999 si mes souvenirs sont bons, sous un président du Citral qui m'a précédé, qui était très bien, qui était Christian Philippe et que j'ai encore rencontré récemment. Il a été très courageux parce qu'à l'époque 70% des Lyonnais étaient contre le retour du tramway parce que ça allait écraser les vieilles dames et les enfants. Voilà, c'est juste pour dire comment. On lui reprochait sa lenteur par rapport au métro, un débat qui se poursuit aujourd'hui d'ailleurs. Tout à fait. Donc soyons multimodaux et multisystèmes et multisolutions. On trouvera obligatoirement des bonnes solutions. Mais j'étais à Bâle la semaine dernière en Suisse. Eux, ils n'ont pas démonté le tramway. Il y en a 10 fois plus que chez nous. Et c'est une culture. Et tous les gens se déplacent en transport collectif tout le temps pour la plupart de leurs déplacements, même s'ils ont autant de voitures, les Suisses, que les Français, dans leur garage et en propriété. Donc voilà, c'est une autre culture à développer et à faire évoluer. J'espère que petit à petit, on y arrivera, y compris par les mesures réglementaires qu'on doit mettre en œuvre. Donc on va dire le bon véhicule, la bonne énergie pour le bon usage. On va dire que c'était une bonne conclusion. Merci d'avoir participé à cet échange qui m'a semblé très constructif. On va laisser la place à d'autres conférences qu'on retrouvera également en ligne, puisqu'on va découvrir aujourd'hui que des aventuriers de l'écomobilité font des milliers de kilomètres en vélo solaire. On va assister à une présentation de la Convention des entreprises pour le climat qui se décline au niveau territorial avec une section Alpes et bassin lyonnais avec Marianne Couder tout à l'heure. On aura cet après-midi une table ronde sur tout ce qui est le rétrofit, dans lequel on a fait référence, et qui peut être hydrogène. Et ensuite, on terminera par le vélo, qui n'est plus seulement, évidemment, un loisir, mais aussi c'est le vélo taf pour aller au travail, c'est la vélogistique pour le dernier kilomètre. On découvrira aussi ce qu'on appelle les véhicules intermédiaires. On a un véhicule ici assez rigolo qui vient de Haute-Savoie, Made in Région, la Kilo. On a Acticycle qui développe là aussi un autre véhicule intermédiaire un petit peu plus petit. Et cette catégorie de véhicules intermédiaires, qui n'est ni un vélo ni une voiture, peut répondre aussi à certains usages. Merci messieurs. Et puis donc on se retrouve pour discuter aussi avec le public juste après.